Bonjour Antonella. Bonjour Christine. Alors, je te propose de me donner un petit peu le fil de ta bio, enfin quelques éléments de ton parcours de vie qui t'ont amené à ce que tu es aujourd'hui, ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Je suis la présidente du Printemps de l'éducation et comment je suis arrivée à ça. C'est ça. Okay. Je vais essayer d'être brève. Je suis arrivée à ça surtout parce que j'ai été fonctionnaire à l'UNESCO pendant 18 ans. Et à l'UNESCO, je me suis occupée surtout des questions d'éducation à la paix et à la non-violence que j'ai découvert grâce à l'UNESCO. L'UNESCO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour la science, l'éducation et la culture. Et donc, à l'époque, quand j'y étais, il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années que j'ai démissionné, j'y étais bien avant, j'ai travaillé 18 ans et il y avait un programme qui était la culture de la paix. Et la culture de la paix, c'était un programme qui stimulait la mise en place de projets d'éducation à la paix et à la non-violence dans le secteur de l'éducation. Et j'ai découvert ça, je me suis formée à beaucoup de ces méthodes-là. J'ai découvert par exemple la communication non violente, j'ai invité Marshall Rosenberg à l'époque à l'UNESCO. Enfin, je me suis passionnée, tellement passionnée que j'ai senti le besoin de retourner beaucoup plus en contact avec le terrain. Parce que quand tu es fonctionnaire, sauf si tu es sur le terrain et que tu es dans un bureau régional et tu risques d'être un peu décollé parce que tu t'occupes d'administration. Et moi, ce n'était pas mon but, donc j'ai décidé de retourner vraiment parmi les gens et j'adore. Voilà. Donc j'ai profité de cette expérience qui a été longue quand même, parce que 18 ans c'est long, pour m'imbiber de cette culture internationale et surtout, je reste très fidèle à ce qui est la Charte des Nations Unies et de l'UNESCO, surtout vraiment la création, le fait de bâtir l'esprit de la culture de la paix dans l'esprit des hommes. Et voilà, et grâce à l'UNESCO, j'ai été en contact avec beaucoup de porteurs de projets éducatifs, et non seulement dans le domaine de la paix et de la non-violence, mais éducation scolaire, formelle, non formelle, etc. Et ce que j'avais remarqué à l'époque, c'était que ces porteurs de projets ne communiquent pas beaucoup entre eux. Et donc, en sortant de l'UNESCO, j'ai d'abord terminé mes travaux de doctorat et je suis allée en Inde, à Auroville, pour terminer ça. Et l'idée m'est venue de faire en sorte qu'il y ait une plateforme d'échange, de communication entre ces porteurs de projets innovants à l'école et en dehors de l'école, de toute façon de projets éducatifs innovants. Et voilà que le Printemps d'éducation est né, mais bon, je te la fais très courte, hein, mais en réalité ça a mis du temps pour être élaboré, pour devenir un projet citoyen tel qu'il est aujourd'hui. Alors, ça veut dire quoi un projet citoyen? Comment tu pourrais le décrire? Alors, je dis souvent que nous sommes les colibris de l'éducation. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît les colibris, mais les colibris, ce sont les personnes qui agissent localement pour un changement local du point de vue de tous les aspects de la société. Alors, chacun fait sa part. Alors, nous faisons notre part en ce qui concerne l'éducation. Et pour nous, au printemps, il s'agit tout simplement de mettre en valeur ce qui existe déjà sur le territoire, c'est-à-dire cette volonté de changement, d'apporter du nouveau dans les programmes éducatifs, de faire des expériences nouvelles en termes d'éducation et de pédagogie, d'oser, finalement c'est d'oser, même aller au-delà de ce que les systèmes imposent. Et s'il y avait une philosophie à résumer qui est la nôtre, nous ne sommes pas contre, par exemple, l'éducation nationale. Nous sommes là pour mettre en valeur ce qui se fait vraiment dans la direction du changement sociétal. Répète-moi ta question parce que moi j'ai un peu zappé. Non, c'était savoir ce que tu entendais par quelque chose d'un mouvement citoyen. Oui, mouvement citoyen, c'est vraiment agir localement et là mettre en valeur ce qui est déjà existant sur le territoire.
Et alors, c'est quoi ce qui anime, c'est quoi l'âme du printemps de l'éducation? À quoi ça sert? Alors, à quoi ça sert? Là, tu vois, je ne sais pas si on entend, mais on entend beaucoup de voix d'enfants. Il y a une école juste en face. L'âme du printemps, c'est vraiment l'enfant. C'est vraiment le bien-être. La raison d'être du printemps d'éducation, c'est le bien-être des enfants, de l'enfant. Mais un bien-être avec une dimension globale, intégrale. Donc un bien-être qui soit équilibré dans toutes les parties qui font l'être, hein, le bien et l'être. Ça veut dire la partie, bien sûr, intellectuelle, la dimension intellectuelle, mais aussi la dimension émotionnelle, mais aussi la dimension physique et aussi la dimension psychique, existentielle. Et là, celle-ci, elle est très rarement prise en compte à l'école, surtout. Donc, vraiment, notre raison d'être, c'est travailler pour qu'il y ait un changement possible au sein de l'éducation qui va dans une direction d'épanouissement, mais véritablement intégrale, quoi. Donc, ça amène à définir, c'est quoi ta vision du monde souhaitée? Qu'est-ce que tu aimerais que le monde soit? Alors, moi, j'ai fait une thèse sur la joie. Sur l'éducation à la joie. Et qu'est-ce que j'aimerais que le monde soit? J'aimerais que le monde soit plein de personnes heureuses et qu'on puisse être relié par notre véritable nature, qui est une nature de joie, la joie de vivre. On l'a perdu de vue. Et c'est notre véritable nature humaine. Est-ce que si je pense à un monde idéal, je pense à un monde où chacun peut être vraiment en contact avec sa propre nature, quoi. Sa propre nature qui est une nature heureuse. Moi, je pense au fond que l'homme, il est né pour être heureux. Donc, s'il y avait dans ta vision du futur, ça serait donc, si tout le monde est heureux, on peut imaginer que chacun est à sa place, Oui, exactement. a une place, est en dignité, a les ressources pour vivre, et il y a quelque chose de suffisamment épanouissant pour lui intérieurement et autour de lui, en gros. C'est ça que ça induit. Oui, ça induit ça, et ça commence tout de suite, à la naissance, parce que moi je crois que chacun naît avec un capital de bonheur, on peut dire, hein. Et c'est ce qu'on n'a pas l'habitude de faire, on n'a pas appris à faire, surtout dans le domaine éducatif, c'est de respecter ce capital, c'est-à-dire de ce que Caroline Sost, avec son école Living School, appelle le trésor. Chaque enfant naît avec un trésor. Et c'est un trésor qui s'il est respecté, amène par exemple au fait que chacun peut aller vers sa voie, hein? Donc peut la reconnaître. Paolo Coelho appelle ça la légende personnelle. André Stern, qui est le fils d'Arno Stern, qui est très connu dans le domaine éducatif, il parle d'enthousiasme. Dès qu'on est en contact avec cette partie de nous qui est notre propre être, quoi. C'est vraiment, on se reconnaît, on a quand même une explosion d'enthousiasme. Et les enfants, ce sont des êtres d'enthousiasme. Alors, je pense qu'on peut reconnaître cette partie qui est notre véritable nature depuis la toute petite enfance. Et si on la respecte, on peut effectivement faire en sorte qu'il y ait des individus heureux dans ce sens-là. Tout simplement, on ne sera pas forcé, il y aura des personnes qui ne seront pas forcées de faire un métier qu'ils n'ont pas choisi, par exemple. Mais ça, c'est dans l'idéal. Alors, ça m'amène à un autre point, enfin, en tout cas, le lien que je faisais avec ce que tu réalises et la rubrique Quel avenir pour l'humanité, c'est donc on a plusieurs possibles, hein, qui s'ouvrent devant nous, avec donc une grosse avancée de la technologie qui cherche à modifier l'être humain pour l'augmenter, pour le rendre plus quelque chose, plus puissant et autre. Et puis on a un autre courant qui est plus sur l'intériorité de la personne, supposant que elle pourra peut-être se modifier si précisément elle est à la fois en contact avec son cœur et aussi avec son intériorité.
Et du coup, tu penses quoi, toi, ça pourrait ressembler à quoi, cette humanité vers laquelle on va? Eh ben, moi, je pense qu'une véritable transformation, elle n'est pas possible s'il n'y a pas une transformation qui soit aussi intérieure. Donc, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai commencé à évoquer les colibris. Et là, en ce moment, il y a une campagne qui est la transformation. La transformation sociale, elle est possible s'il y a une transformation d'abord intérieure. Et une humanité qui est composée d'individus qui n'ont pas véritablement entrepris un travail de développement et donc de connaissance de soi, moi je ne la vois pas comme ça naître d'un coup, même si aujourd'hui c'est vrai qu'il y a des enfants qui naissent avec une conscience beaucoup plus éveillée que dans les générations passées. Mais je pense que l'homme nouveau doit être muni d'une conscience, une conscience telle que il soit capable d'être un lien avec d'abord ses dimensions intérieures et avec les autres, par conséquent, en conséquence avec les autres. Sinon, ça, c'est pas possible. Donc, il y a un besoin, une nécessité d'une transformation intérieure pour une transformation sociale. Pour moi, c'est évident. Et pour moi, l'éducation est un moyen.